édifié. On ne connaît pas encore l'édifice. On se perd. André faisait remarquer que sur l'étage ici, d'une section à l'autre, tout est semblable, tout est symétrique et on risque de... Néanmoins, il va y avoir d'autres qui vont se joindre à nous dans une minute ou deux, mais puisqu'il y a un autre conférencier après que nous devons impérativement être pile poil au Lesotho à 17h, nous allons débuter poursuivre la séance de l'après-midi. Et Abel Kouvouama, j'ai le plaisir de vous présenter Abel Kouvouama, qui est professeur des universités à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Il nous expliquait hier cette belle région. Titulaire de la chaire d'anthropologie historique, ses thèmes de recherche portent sur la modernité africaine, politique et religion, ainsi que sur la littérature francophone. Parmi ses ouvrages, soulignons Vivre à Brazzaville, modernité et crise au quotidien, paru chez Cartala. La communication de notre collègue Abel Kouvouama, vous l'avez devant, donc la modernité africaine dans la mondialisation, enjeux et défis. Bon, 35 minutes, c'est de respecter les temps, avoir un temps d'échange, et ensuite il n'y aura pas de pause, nous passerons juste la petite transition au troisième conférencier. Merci, cher Président. D'abord, mes remerciements au Président André Petita, qui, comme on a l'habitude au sein de la SLF, a toujours des plans B. Chaque fois, je l'ai fait plusieurs fois, sauf à Évora en 96. Excusez-moi, mais depuis Istanbul, c'est les plans B. Brazzaville, plan B. Il y a toujours quelqu'un qui est absent et moi, je viens pour boucher les trous. Donc voilà, c'est... Mais on s'y habitue, bon, étant moi-même responsable du groupe Afrique Sociétés africaines. Alors, deuxième chose, c'est que je suis la seconde fois ému d'être en Suisse, parce que, vous allez le sentir, je viens de la philosophie politique, et j'ai fait ma thèse de philosophie politique sur Rousseau, sur le projet de constitution pour la Corse, où j'ai comparé le Code de la nature de Morelli et le projet de constitution pour la Corse de Rousseau, et ça me fait toujours un effet de me retrouver ici en Suisse, pas à Genève encore, mais en Suisse, c'est déjà, déjà pas mal, et on peut arriver à la sociologie et à l'anthropologie. Alors, je vais, dans l'exercice pour les doctorants également, ayant une formation au départ de philosophe, donc la pédagogie, c'est nécessaire, essayer à la fois d'être théorique, mais de donner des éléments pratiques, tout en sachant que le mercredi, je vous ferai part de mon expérience de terrain à Brazzaville. Donc, la réflexion socio-anthropologique, je l'appelle, sur la modernité africaine dans cette mondialisation contemporaine, relève d'une gageure. Puisque la modernité, on en parle, on en célèbre la valeur exemplaire et les prodigieuses réalisations en tant qu'activité rationnelle du sujet libéré des entraves de la nature. Tout bouge. Tout est remis en question sous le règne de la modernité agissante. En effet, au nom de la modernité, on a accès à l'information planétaire par l'Internet. La famille élargie éclate au profit de la famille nucléaire, à l'instar des sociétés africaines. Donc, on réduit la famille à la famille nucléaire. De même, la démocratie en Afrique s'y invente, parfois avec le concours de la religion, comme pour compenser un certain déficit d'éthique et de confiance. J'ai l'occasion d'en parler dans l'atelier, mais si l'occasion me donne ici, je parlerai de l'expérience des conférences nationales, puis j'étais acteur de celle du Congo pendant 5 mois, où, à travers religion et politique, on a fait ce travail, mais ce ne sera peut-être pas le lieu. En somme, à travers la modernité, tout est placé sous le signe de la nouveauté recherchée, de la présentification de l'ancien. Deux fois, on a dit que la modernité, c'était la tradition du nouveau.
Mais ce qui est important dans la modernité, c'est que ce thème, cette notion fait apparaître le rôle principal du sujet, de l'individu ou de l'agent social, hein, selon les différents champs théoriques qu'on aborde. Comment l'individu agit-il dans des contextes différents, micro- et macro-sociologiques, par rapport aux autres individus? Alors, je voudrais montrer dans cet exposé, à la fois à travers la modernité africaine, l'intérêt de son universalité, mais aussi de sa spécificité, de sa singularité ou de sa contextualité. Ma démarche va éviter à la fois un culturalisme réducteur ainsi qu'un universalisme nivelleur. Alors, je ne vais pas parler de modernité africaine pour dire c'est africain, non. Ce sont les productions africaines de la modernité. Je ne vais pas parler non plus d'universalisme en général, parce qu'on évacue l'altérité dans la totalité sociale. Donc, ma démarche, elle s'appuie sur une démarche critique, réflexive. Je me mets dans le siège de ce qu'a dit tout à l'heure Jean, mais je vais, pour dire comment je le pose, pour voir les trois moments de mon intervention. Premier moment, je vais essayer de montrer le contenu pluriel du concept de modernité comme concept opératoire. Pour prendre les termes de la science politique, comme opératrice d'action. Ou encore comme opératrice de sens. Je donne au mot sens l'ensemble des systèmes pratiques et symboliques à travers lesquels l'individu structure son rapport à l'autre, à la nature et à la société. Donc, dans le mot sens, quand on dit l'individu est producteur de sens, il y a d'abord la question de l'altérité, la question du rapport à l'environnement, et puis à la société, au lien social. Les trois éléments sont liés dans le mot production du sens. Deuxième moment, je vais essayer, en fait, j'en aurai deux, essayer de comprendre dans la nature des rapports entre l'individu et la communauté dans les sociétés africaines subsahariennes, au sud du Sahara, à travers la question du sens, c'est l'action politique, et de la dette du sens, pour prendre le terme de Gaucher, mais qui sont sous-jacentes. Mais avec la seule différence que je ne vais pas faire des instances séparées. Comment on passe de l'instance du politique à l'instance du religieux, il n'y a pas séparation radicale. Et enfin, je vais démontrer, à travers un troisième thème, que dans l'invention du politique du religieux dans la société africaine travaillée par la mondialisation, se profile, selon les enjeux sociaux, individuels et collectifs, des modes variés d'articulation, des logiques sociales et symboliques qui lient l'individu et le groupe, qui lient le principe individuel au principe communautaire. Et c'est ça mon projet de réflexion, de recherche depuis longtemps sur ces questions. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je me permets de rebondir dessus. Lorsqu'on a posé la question à mon collègue de dire comment on passe des trois sens qu'il a dégagés de la sociologie, et je me suis, tout coup, je dis, bon, je veux le dire ou bien je ne le dis pas, de parler comment, avec Gramsci, déjà, on parlait d'intellectuel organique. L'intellectuel qui est lié au parti, qui est associé, avec Foucault et Jean-Paul Sartre, de l'intellectuel critique, j'ai une licence, et avec Bourdieu, l'intellectuel collectif, qui accompagne, qui est associé aux mouvements sociaux. Alors, je le dis, non pas parce que je suis de cette école, mais parce que l'occasion m'a été donnée d'envoyer Bourdieu, parce que j'étais déjà moi-même dans l'action, militant de la Fayence, militant au mouvement étudiant en France, etc., dénonçant l'impérialisme français, tous les impérialismes. Et on m'a fait couper la bourse et je me suis retrouvé gardien de parking à l'école des études. Je regardais les voitures des professeurs, Touraine, Bourdieu, Rémoiron. Donc, je parle avec le sens pratique. Hein? Donc, ce n'est pas en l'air, je parle de ça. Alors, c'est pour ça que je parle de l'idée suivante. Qu'en partant de la production des rationalités contextualisées, avec la raison pratique dans telle société, je vais résoudre ces trois questions. Premièrement, comment penser l'idée de modernité à partir de ces productions singulières éclatées? On parlera de modernité congolaise, modernité ivoirienne,
modernité malgache, modernité sénégalaise, etc. Mais on dit africaine. Je vais vous justifier pourquoi on dit africaine. Deuxièmement, comment, à partir de ce concept, on peut rendre compte des logiques pratiques des individus et des productions du politique et des religieux. Je parlerai tout à l'heure, dans la deuxième partie, des conférences nationales en Afrique, mais aussi de l'expérience de l'Afrique du Sud. Enfin, d'abord, avant ça, vérité et réconciliation. Ce ne sera pas de vous là, hein, mais ce sera comment résoudre la question du sens pratique dans la question de l'apartheid à travers la création de ce que Mandela appelle l'État arc-en-ciel. Troisième, se dégager quels sont les enjeux et défis. Et la question qui va se poser est la suivante. De quelle manière l'invention démocratique dans l'espace public, impliquant le religieux et l'espace privé, serait-elle constitutive d'une modernité politique africaine exemplaire? Exemplaire. Alors, voilà ces trois questions ces questions. Alors, je veux déjà aussitôt régler une question, de dire que toutes les sociétés sont en mouvement. Donc, il n'y a pas à dire, dans qui sont agréés, bon, j'ai tous les débats évolutionnistes, bon, d'ailleurs, Balandier a bien dit cela depuis longtemps. Donc, tout est mouvement dans la société, y compris africaine, qui, depuis l'esclavage, était déjà dans la mondialisation. Hein, je ne prends que là. Donc, je ne veux pas développer pour tous les débats entre sociétés sans mécanisme, sans histoire. Bon, il y a mon collègue ici, Mondial Kilani, qui est ici, qui est anthropologue, qui a fait anthropologie entre le local et le global, qui est intéressant. Il est à côté. Si vous voulez le voir, vous allez le voir ici, dans notre communauté d'anthropologues, puisque je suis l'un des représentants du CNU d'anthropologie en France au niveau de l'équipe de validation des profs d'anthropologie. Alors, donc, je partirai de cette idée que la sociologie fait partie des sciences sociales. Les sciences sociales et sciences humaines, et à l'époque, Godelet avait fait sortir un beau travail, une belle définition que je reprends, dont la tâche consiste à analyser les conditions de production, de transformation de l'existence sociale de l'humanité sous ses formes collectives et individuelles. Pour cela, les sciences sociales doivent reconstruire les faits, c'est-à-dire leur donner un sens dans le champ d'une théorie, d'un système d'hypothèses, à partir d'un ensemble de procédures d'examen, de méthodes d'analyse. Elles doivent ensuite suivre l'évolution de ces faits, déterminer la nature des transformations observées, en appréhendant non pas des événements singuliers dispersés, mais des séries au sein desquelles ceux-ci prennent sens, puisque le but des sciences sociales, c'est cela, de découvrir les propriétés objectives des systèmes de rapport qu'elles analysent avec l'espoir de dégager les lois de leur transformation. Parlons de Marx. Hein? Bon. 11e thèse de Marx Ferber. Bon. Pourtant, les mutations sociopolitiques rapides en Afrique subsaharienne, longtemps placées dans l'orbite de la mondialisation des rapports, comme l'esclavage, la colonisation, affectent les disciplines comme la sociologie, qui sont censées rendre compte des fractures sociales et politiques et des tentatives de création, de renouvellement du lien social. Donc, c'est pourquoi je pense que c'est à travers l'analyse de tous les systèmes et pratiques et symboliques définissant les modalités des relations des individus à l'autre, à la nature et au monde, que le sociologue doit s'investir dans le travail d'étudiation du sens en fin de son implication sociale. Et ça, je le dis, je le maintiens au vu de l'observation des pratiques et de notre pratique distinctive des uns et des autres. Alors, c'est pour ça que quand on parle de sociétés africaines, il faut que nous ayons ces trois idées en tête. Un, derrière l'unité du concept sociétés africaines, au singulier, il y a une pluralité de pratiques, pluralité d'expériences. J'allais dire, pour reprendre le terme de Jacques Revel, il y a différents régimes d'historicité.
Ouais, je laisse ça pour l'atelier, les lignes d'historicité. Donc, elles ne sont pas uniques. Mais seulement, deuxième chose, c'est qu'elles ont la même expérience du fait colonial. Fait colonial qui ne permet plus aujourd'hui de parler de tradition enfermée, parce que la tradition est la culture constituée et l'action de la transmettre d'une génération à une autre. Donc, la tradition africaine, c'est une tradition en mouvement. Aujourd'hui, on parlait d'une tradition qui est dans ce qu'on peut appeler, ce que Bandi appelle la notion de situation coloniale. C'est-à-dire à la fois les pratiques culturelles ou politiques économiques endogènes, exogènes, ça rencontre, ça crée une autre société. On est dans la post-colonie, tout le débat sur l'étude post-coloniale, en ce moment, ça fait feu de tout bois, puisqu'on n'est pas d'accord, on est d'accord, bon, sur les métissages, sur ces questions. Ceux-ci donc doivent être analysés dans ce sens. Et voici l'idée que je donne, c'est que dans la modernité africaine, c'est-à-dire les productions africaines de la modernité, l'individu est en permanence dans un usage tactique ou stratégique d'articuler ses principes individuels, c'est-à-dire ses actions individuelles avec les actions de la communauté. Et c'est dit ça pour les étudiants qui travaillent sur ces questions, parce que surtout là, je parlerai d'un travail fait par Alain Marie et son équipe, L'Afrique des individus, un beau texte qui voit comment on passe de l'un à l'autre, mais aussi comment, à travers le salariat, depuis longtemps, c'est un fil d'élévation, la production de l'individu, la production de la femme dans la ville, qu'on appelait Ndumba, puisqu'on a fait cette enquête à Brazzaville, dans la microsociologie urbaine. Et dernier point sur toujours la partie théorique, je veux dire qu'en partant des productions, des rationalités conceptualisées, on peut, dans une certaine mesure, postuler l'idée suivante, que l'expérimentation de la démocratie se donne à voir en impliquant le religieux comme l'un des lieux propices à la formation de nouvelles subjectivités croyantes et agissantes, un des lieux d'émancipation du sujet. Je le dis parce que les religions africaines, on dit, sont la question du terroir, de l'ancien. Or, on a vu avec la mondialisation du pentecôtisme, avec les églises, les mouvements de réveil, les mouvements charismatiques, sur lesquels on a beaucoup travaillé avec Tonda, avec mes collègues, on a vu comment des individus sont devenus eux-mêmes porteurs des biens du salut. Ils sont donc à travers la Bible, et progressivement, c'est constitué j'allais dire, l'individu par le biais du religieux, mais bien sûr, on voit est-ce que c'est pas un marché des biens du salut, puisqu'il y en a qui sont devenus des acteurs importants, utilisés par la Banque mondiale pour produire des sociétés, des organisations non gouvernementales qui ont des financements de la Banque mondiale. La pratique du FMI ou la pratique de l'ajustement structurel qu'on vit maintenant en Europe, en Afrique, c'est depuis les années 80. Maintenant, on le vit. En France, on le vit en ce moment. La fonction publique, il faut diminuer. On sent maintenant que c'est le même principe. Mais seulement, là, en France, on dit, Strauss-Kahn dit, attention, il ne faut pas trop enlever, parce qu'en Afrique, ça produit des guerres civiles. On a dit, les jeunes au chômage, etc. Bon, les jeunes après ont pris les armes, vendus par tout le commerce international d'armes dans le monde. Mais maintenant, les jeunes ont pris des armes, enfin, je vais en parler, puisque nous-mêmes, avec Régine Aubois, on a échappé à la mort des miliciens Cobra, Ninja, Kokoy. Bon, ça, c'est des choses qu'on évoquera dans la partie pratique. Alors, voilà donc, je me suis dit, donc, pour comprendre l'historicité des sociétés africaines, il faut dire qu'il y a une double lecture historique en termes de blocage d'évolution de ces sociétés par le fait esclavagiste et colonial, il y a surimposition coloniale et télescopage de logique au niveau culturel, politique, social. Donc voilà qu'il faut prendre ces éléments pour répondre à toutes les questions que tout à l'heure j'ai soulevées à travers l'invention de la démocratie en Afrique. Je prends des exemples pratiques pour... voilà. Alors, premier moment, je voulais définir qu'est-ce que la modernité. Puis bon, c'est mon champ de réflexion. Après, bien d'autres, Habermas, Ballandier, Coppens et bien d'autres, bon, ils sont nombreux. Alors, la modernité est-elle un moment daté de l'histoire? Est-elle une idée régulatrice? Ou bien l'autre nom d'une rupture inaugurale? Quand on dit modernité, alors je me suis permis de faire un peu la généalogie du concept, comme on dit dans le champ philosophique. Si on va à la modernité,
il y a 3 éléments. 1, l'affirmation du règne du sujet. 2, dire que le monde est de part à part explicable rationnellement, par le progrès des sciences et des arts. Et troisièmement, se dire qu'il y a une rupture avec l'ancien. Et là, bon, c'est vrai que quand on lit les travaux, les débats, je ne vais pas remonter depuis l'Antiquité à Démocrite et Épicure, je prends déjà quand Marx travaillait sur sa thèse doctorale, différente de la philosophie naturelle chez Démocrite et Épicure, il pose ces questions, mais il faut dire, c'est surtout avec Descartes qu'on a commencé à poser la question de cogito. Je pense donc que je suis. C'est-à-dire, c'est l'affirmation du sujet rationnel qui pense en dehors de la religion. Donc l'opposition foi-religion, c'est déjà l'affirmation du sujet qui est autonome. Il dit cette phrase dans le discours de la méthode, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, mais les usages qu'on en fait d'ici et là dépendent de la manière d'utiliser cette raison. C'est pour ça que je parle, Habermas, beaucoup parlent de raison pratique, mais je parle de raison contextualisée, de rationalité contextualisée. C'est ça en fait. La raison pratique, c'est la raison en tant qu'élément déterminant de l'humain par rapport à l'animal, comment elle est mise en pratique dans les sociétés à travers les individus, les agents sociaux, les acteurs, les individuels ou collectifs. On dirait cette phrase que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Ça veut dire le cœur a ses raisons constituées que la raison constituante ne connaît pas. C'est ça le sens de cette phrase que l'on connaît devant. Donc, seulement, Descartes dit il faut affirmer le règne de la raison, la subjectivité de l'homme qui est devenu maître et possesseur de la nature. Sa domination de l'homme sur la nature. Bon, on peut y voir derrière, mention du sujet, le projet impérial, enfin tout ce qu'on veut, mais c'est ça, mais on a vu avec la crise écologique que science sans conscience n'est qu'une de l'âme. Hein. C'est un échec. Et là, je dis parce que rapidement, c'est Rousseau qui a développé un discours sur l'origine et le fondement de l'égalité parmi les hommes. Il dit non, que les sociétés humaines, l'individu, en se modernisant, en se développant, s'est dénaturé. Parce qu'il y a un usage excessif de la science, de la raison, et Rousseau était un des premiers, puisque l'école de Francfort va reprendre à travers notre collègue qui est aux États-Unis, enfin, qui a beau travailler à l'époque, je te connais, un de nos aînés, à travers celui qui a travaillé à la fois le pseudo-marxisme. Non Herbert Marcuse, voilà. Le Marcuse dont dépend aussi enfin, tout le courant avec Jürgen Habermas. Herbert Marcuse, l'homme unidimensionnel. Donc, je passe, c'est pas le... Donc, la dimension philosophique, c'est de montrer effectivement cette question. Bien sûr, je ne vais pas remonter depuis l'opposition avec la philosophie scolastique et puis tout ce qui est mouvement de l'affirmation du règne de la raison. Même au sein de l'Église, l'opposition au XVIIIe siècle entre le culte ancien et le culte moderne, ça fait des divisions. Puis en sciences, avec Galilée, Copernic, toutes ces questions, posent la question audacieuse de se dire l'individu doit être libre par la pensée réflexive. C'est d'abord ça qui est posé depuis longtemps, même si maintenant on y revient dessus. C'est posé depuis longtemps, dit, Socrate disait déjà qu'il peut être libre que de mourir asservi. C'est pas nouveau ça. C'est pour ça que moi je vois donc, point de vue anthropologique, bien sûr, je laisse passer sur Hegel avec les Lumières. Alors Hegel dit ceci, rapidement. Le principe de la philosophie du droit, le principe du monde moderne et en général la liberté de la subjectivité. Ce qui fait la grandeur du monde moderne, c'est qu'il en a reconnu la liberté, la propriété de l'esprit, le fait qu'il est en soi, auprès de soi. Donc, après Marx, les Français modernes disent que dans la vraie démocratie, l'État politique disparaît. L'abstraction de l'État politique est un produit moderne. L'opposition abstraite réfléchie n'appartient qu'au monde moderne. Donc, je laisse le peu de Francfort. Dimension esthétique. Alors, la notion de modernité a été inventée par Baudelaire en 1850, dans le point de la vie moderne. Je lis seulement ce passage. Le beau est fait d'un élément éternel, invariable, et d'un élément relatif, circonstanciel, qui serait l'époque, la mode, la morale, la passion. Sans ce second élément, qui est comme l'enveloppe amusante, titillante, apéritif du dernier gâteau, le premier élément serait indigeste, inappréciable, non adapté et non approprié à la nature humaine. Il dit la modernité
c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dans l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Donc la modernité, c'est ce qui est toujours changeant, ce qui est éphémère, ce qui est fugace, qui est fuyant. Et c'est ça la modernité. Mais dans la modernité, il y a une part d'éternel, d'immuable, dans l'art, etc. Donc en Afrique, un des théoriciens, c'est notre collègue Godefroy Bidima, qui est venu aux États-Unis, qui a écrit la philosophie néo-africaine, les arts néo-africains, qui est professeur à la Turner University, qui a beaucoup développé cela. Bon, je passe. À Bidima, en socio-anthropologie, il y a Touraine, il y a Coppens, la longue marche de la modernité africaine. Il y a aussi, dans cette question de la sociologie, la démarche d'Anthony Giddens, les conséquences de la modernité. Je ne vais pas développer ça. De toute façon, je mettrai le texte celui-là en ligne aussi, c'est plus facile. Et je voudrais revenir sur, plutôt développer sur cette recherche d'Alain Maré. Ils avaient fait un travail sur l'individualisation, la citoyenneté dans les villes africaines, exemple d'Abidjan et de Dakar. Alors, il dit ceci: la société civile africaine est l'espace où se réalise la combinaison particulière entre références communautaires, statut individualisé, une nouvelle forme de médiation sociale, économique, politique et religieuse, d'une part, et d'autre part, des pouvoirs, légitimité étatique, communautaire et collective. Donc, la production de la modernité africaine se voit à travers ces deux éléments. Il y a un processus d'individualisation qui amène l'individu à prendre en charge sa destinée sociale, mobilisant des ressources matérielles et des compétences personnelles ou acquises par les héritages matériels et culturels issus de sa communauté d'origine. Donc, l'ethnie n'est pas le lieu de production de la modernité, mais il faut qu'il sorte de son groupe ethnique à travers sa situation dans les rapports sociaux, à travers l'État, à travers le rapport économique. C'est là qu'il s'affirme. Mais seulement, tous les gens sont derrière lui. S'il est producteur de finances, alors tout le monde se met derrière lui pour pouvoir survivre. Deuxièmement, par un processus d'insertion plus en plus complète des individus au plan professionnel, social, juridique, culturel, de la politique d'une société globale, derrière l'État central, amenant les individus à se détacher progressivement de tout enracinement communautaire. Autrement dit, l'individualisation est, par rapport aux anciennes appartenances communautaires, est inséparable de l'intégration de l'individu dans une société civile construite comme nation sous l'action conjuguée de l'État. Ça paraît et de l'économie marchande. Je le dis parce que avec l'étude de la Banque mondiale, on a dû dire à travers la gouvernance qu'il fallait se passer de l'État. Que l'État, c'est fini, il fallait maintenant, l'État devenant, c'est le marché qui devait régler l'État. Mais on a vu en Afrique, ça n'a pas marché. Hein. Dès que le marché devient, le marché, c'est les marchands d'armes, les marchés de tout le monde, le marché du pétrole, comme au Congo, avec Total, LFP Total. Mais après, on a vu que l'État, toujours là, l'organe, un instrument de domination d'une classe sur les autres, pour reprendre la thèse de Marx. Alors, je retiens des choses. Un, que la modernité est redevable, ça c'est mes affirmations, d'une affirmation plus grande de l'individualité et de l'autonomie du sujet en tant qu'être de raison. Ensuite, dans la modernité africaine, il y a en permanence de la part des individus une utilisation stratégique des appartenances communautaires en fonction des intérêts et des personnels et des fins visés. Le dernier colloque à Brazzaville m'a donné encore l'occasion de tester cela après ce poste guerrière. Alors, je reprends ces balandiers, un de nos, j'allais dire, maîtres de la SLF. La modernité, c'est le mouvement plus l'incertitude. C'est le bouger, la déconstruction, la reconstruction, l'effacement et l'apport du neuf, le désordre de la création et l'ordre des choses. C'est l'ouverture de tous les espaces individuels et sociaux au nouveau, à ce qui se réalise par la progression accélérée des sciences et techniques, etc. Donc, une approche critique, c'est dans Détour, pouvoir et modernité. Je voulais terminer, il me reste, je crois, 7 minutes, oui, sur l'expérience des conférences nationales. Alors, vous savez, les années 1989, il y a eu en Afrique ce qu'on appelle les conférences nationales. C'est inspiré à la fois de la Révolution française, mais aussi des expériences africaines de la palabre. On dit comment faire tomber des partis uniques avec la... C'est le Bénin qui l'a inauguré, après c'était le Gabon, ensuite le Congo. J'étais un directeur de la conférence nationale sur cette question. J'étais même conférence de la conférence nationale, et c'est-à-dire comment faire une palabre, on dit 1100 dans la salle, retransmis à la télévision, et comment il fallait juger les hommes politiques, enfin, toutes les 30 ans de parti unique.
il y a eu des excès, il y a eu des ratés. C'était bien, mais dès qu'il y a eu des excès, des dénonciations, c'était mauvais. Bon, on a vu comment, derrière le parti unique, des gens aussi voulaient se positionner pour être dans le système. Bon, on a vu qu'il y a eu des bons, du mauvais. Mais ce qui était nouveau, bon, je laisse ça pour l'atelier, c'est l'expérience d'Afrique du Sud. C'est-à-dire, avant ça, c'était la commission Vérité et Réconciliation. À travers 27 ans d'apartheid, et ils mettent en place avec Desmond Tutu, le Convention nationale qui est dirigé par, des évêques. Hein. Je ne veux pas donc évoquer ça. Alors, pour l'Afrique du Sud, c'était Desmond Tutu. Alors, je cite mon collègue Philippe Joseph Salazar. Je pense que j'ai envoyé le texte pour les doctorants, cette partie. C'est le perpétrateur, le criminel fondateur, occupe une place centrale, je dirais même, dit Joseph Salazar, la place centrale dans la perpétration démocratique. Il porte la patria potestas. Sans sa performance, pas de narration. À travers le récit, j'ai envie de dire, doivent dire comment ils ont tué, comment ils ont aussi ANC ou apartheid, et puis ils demandent pardon. Et je prends la dernière phrase. Le perpétrateur avance ainsi sur la scène de la commission comme un accusé qui prend figure de patronus, d'avocat. Le récit du violent sert de manifeste en creux pour la paix civile. Il plaide pour que les morts enterrent les morts. Perpétrateur est sous l'angle de l'anglais parlant latin, celui de la fondation épitaphique, rituelle, paternelle, criminelle de la démocratie. Comment cohabiter au Congo-Brazzaville, au Rwanda, en Afrique du Sud, avec votre adversaire, votre ennemi, votre collègue, votre citoyen qui pourtant voulait vous tuer, vous le regardez en face. On dit de faire ensemble la paix. Mais tous, on a vécu ça, avec Régine, bien d'autres. On pardonne, mais on n'oublie pas. Dans la mémoire blessée, ces événements, ils sont là en face. Bien sûr, il y a des tribunaux, il y en a qui échappent encore, mais ça va venir. Mais il y en a qui sont morts socialement. On dit que ceux-là ont tué. Bon. Donc il faut la palabre. Je voulais terminer, il y a tellement de choses à dire, à travers ceci. La complexité des mouvements sociaux en Afrique subsaharienne, qui sont déclenchés depuis 20 ans, oblige les sociologues à chercher aussi bien dans la religion que dans les autres formes de culture les valeurs de vie qui cultivent la justice, la paix, le dialogue, la compréhension mutuelle, et non des formes d'enfermement, d'exclusion, de la haine de l'autre. À travers, soit prétendu, ces identités ethniques qu'on a érigées à une identité universelle, que ce sont des productions, sont des constructions identitaires qui sont évolutives. Deuxième point, de prendre pour acquis théorique des sociétés africaines la double historicité, mais aussi de voir comment, à travers le rapport entre le religieux et le politique, il faut voir qu'est-ce qui se crée pour la citoyenneté. Parce que j'ai travaillé sur le mouvement messianique, sur lequel je vais revenir dans l'atelier. De voir aujourd'hui qu'il faut que l'invention démocratique, j'allais dire, pas se débarrasse, mais laisse un peu de côté la religion, mais voir quelles sont les valeurs de la religion qui peuvent servir aussi à construire la démocratie des sociétés africaines contemporaines. Enfin, troisièmement, le sociologue, en tant qu'agent social, mais aussi en tant que critique, doit à la fois s'efforcer de développer une sociologie critique, mais nécessairement un engagement social. Je voulais terminer par ça parce que quand les miliciens faisaient pour certains, des piquets de guerre pour dire « donnez votre nom ». Votre nom pour vous tuer. Si vous dites « non, je suis nulle part », ils avaient une expression « on vous fait voyager ». C'est-à-dire on vous tue comme ça. Donc, quelque part, il faut choisir. Sinon, là, on est choisi par la mort. Alors, je vous dis cela pour dire que, malgré cela, il faut qu'il y ait de la résilience, de rebondissement. La vie, elle est faite de combats, de soutien, de chutes, mais on se relève. La résilience, c'est ça un travail fort, et le sociologue doit être toujours en posture de toujours se relever quand il faut tomber. Et voilà, c'est ce mot que je voulais terminer. Merci. Restez juste dans les temps. Oui. Merci. Alors, on a 15 minutes pour échanger avec l'accord de
Abel, nous allons prendre les questions en rafale. Oui, comme ça, je réponds. Mais des rafales de questions. S'il n'y a pas de questions, je suspends le jugement. Alors, je pratique les pokés. Il n'y a pas le main levée, je vais les prendre 4 maintenant. 1, 2, 3, 4. Alors, allez-y en vous présentant et déclinant votre question rapidement. Merci. Alors, déjà, merci pour cette conférence. Excusez-moi. Alors, merci pour cette conférence. Donc, Romuald Jamet, étudiant à Paris 5. Il y a une question qui me vient directement suite à votre exposé, c'est pourquoi vous ne faites pas référence à Tocqueville sur toutes les questions que vous lancez, donc la question de la modernité, mais surtout de l'implication du politique et du religieux dans la vie de la démocratie. Non pas que je sois un fervent défenseur des idées de Tocqueville, mais quand vous faites référence à Hegel ou à Marx qui étudie ce nouveau mouvement, c'est vrai que la question, l'auteur qui nous vient le plus directement, enfin qui me vient dans tous les cas le plus directement à l'idée, c'est Tocqueville. Donc je voulais savoir quel était votre point de vue vis-à-vis de ça, dans le sens où vous ne le mettez pas en, enfin que vous ne l'utilisiez pas dans tous les cas durant votre exposé. Voilà, merci. Gilles Vouloué. Au fait, j'aimerais savoir si est-ce qu'on peut considérer que le discours de Dakar de M. Sarkozy est un déni de la modernité africaine. On s'en va là-bas. Ah là là, ce discours. Alors, je vous remercie pour cet exposé qui nous a appris beaucoup de choses. Là, j'aimerais soumettre une petite question. Comment est-ce que vous voyez donc la construction des identités collectives en Afrique par rapport à la modernité? Enfin, quand je dis modernité, vous savez ce qu'il y a derrière tout ça. Oui. Voilà. Et une dernière ici. Merci Edmond. Ma question rejoint un peu à quelque part de la précédente. Comment vous expliquez le paradoxe qu'il y a entre la modernisation de l'Afrique et l'adhésion de plus en plus massive des individus dans des religions? C'est-à-dire qu'il y a une modernisation s'attendant à ce que le sujet soit autonome, mais paradoxalement, on voit les mouvements religieux qui se développent de plus en plus. Alors voilà, merci Abel. Oui. Question. Bon, il y a deux choses il y a des questions à la fois théoriques et des questions pratiques. Je prends d'abord les questions théoriques, les pratiques, je vais vous donner des exemples. Je n'ai pas cité Tocqueville, mais il est dans mon texte, il est très long. Mais par contre, j'ai plutôt préféré Max Weber. C'est Max Weber parce que j'ai, Marcel Gaucher, c'est Max Weber, c'est là à travers la notion de désenchantement du monde. On a dit des choses. Là, au mois de juillet, on va se réunir à Iguissari pour l'université d'anthropologie sur l'islam. On a dit qu'il y avait le retour du religieux. On a parlé de désenchantement du monde, c'est-à-dire au sens où l'entend Max Weber, c'est lorsque la magie est éliminée en tant que technique de salut. Or, la religion est dans le monde, elle n'est pas seulement hors du monde. Et moi, on a dit sur le désenchantement du monde. Au contraire, dans la société africaine, la religion n'a jamais été désenchantée. La religion est toujours l'instance qui accompagne le politique. Donc, l'agent social passe d'un instant à un autre en fonction des intérêts, des moments. C'est pour ça que moi, je ne parle pas de... Bon, maintenant, on parle maintenant de réenchantement du monde. Il y a Mafisoli, tout le monde se réenchante. Je dis, bon, le monde n'a jamais été désenchanté. Jamais désenchanté. Même quand Max Weber disait cela, c'est comment l'éthique protestante du capitalisme, comment le religieux, dans la vie pratique, adopte des pratiques éthiques. Ou, je prends le mot de Paul Ricoeur, apprend la sagesse pratique. En fin des intérêts, la religion, elle sert soit pour l'économie, soit pour la politique. C'est pour ça que, travaillant sur les mécanismes, sur les mouvements, les théories de la libération, c'est que d'un côté, il y a la politique, de l'autre, le fusil, de l'autre, la Bible. Tout pas Maros. C'est ça le mouvement. Dans ces pays, en Afrique centrale, le Congo, ça a servi depuis longtemps à travers le kimbanguisme, le matuanisme. C'est que chaque fois, la religion a toujours servi de lieu de production du politique. Maintenant, là, on pose la question sur pourquoi les religions reviennent. Non, la religion qui revient aujourd'hui, c'est la religion transnationale. C'est le pentecôtisme.
c'est la réévaluation du catholicisme et du protestantisme en Afrique. Et ce qui est nouveau, c'est que ce sont les jeunes pasteurs, les jeunes prêtres qui sont devenus des acteurs, qui sont des spécialistes de production des biens du salut. Du coup, il y a déjà la religion sort de l'enracinement communautaire de la famille pour l'individu. Du coup, la modernité, elle est à la fois politique et religieuse, puisque la modernité est comme avec la religion, le débat entre l'ancien et le moderne, qui s'inspire des progrès de la science. Donc c'est pour ça que les pasteurs ont compris cela. Ils ont dit, bon, puisque la Banque mondiale voulait se passer des États pour dire, à travers le mouvement associatif, à travers les ONG, que font les religieux? Ils créent des associations cultuelles, loi d'association, une ONG de développement. La Banque mondiale donne de l'argent directement au groupement religieux pour financer des projets. Parce que l'État, les dirigeants, comme on dit, mettent dans la poche. Donc, alors, après, on a vu que non, l'État était incontournable. Donc, c'est-à-dire, là, il faut dire le religieux selon les pays. Je ne sais pas du Madagascar. Hein. Bon, tous les présidents sont arrivés comme ça, un nouveau président, les pentecôtistes. Même Kérékou, il était venu après marxiste, il est devenu pentecôtiste après. Bon, je ne vais pas passer les chefs d'État africains qui ont changé qui ont fait un retournement idéologique sur le plan religieux. Donc, c'est vous dire qu'ils savent l'importance de l'usage stratégique du religieux. Et le point, c'est l'identité. Moi, je suis dans le laboratoire qui a pour nom identité, territoire, expression, mobilité. On travaille sur les pollutions des identités. Bon, nous, on travaille sur le transfrontalier. Pau, enfin, c'est quand on dit Pays de l'Ado, c'est Pau, Bayonne, c'est avec Montmarsan, etc. Donc, on est le transfrontalier. Bon, on fait court, on dit c'est les identités béarnaises et basques. Bon, quand on dit ça, ça y est, les gens disent ça, ils vont mettre des bombes partout. Mais la bonne identité, il est fortement affirmée. Alors, je voulais dire, pourquoi on construit l'identité? L'identité, c'est à la fois la mise en scène de soi et la construction de rapport à l'autre. Ou comme je reprends le terme, bon, Kaufmann a beaucoup développé ça, hein, l'invention de soi, mais je prends c'est le texte de Paul Ricoeur, soi-même comme un autre. C'est-à-dire, nécessairement, quand on affirme son identité, c'est pour exprimer une différence avec les autres. L'identité, elle n'est pas figée, elle se construit, elle est toujours réévaluée, réduite en fonction des enjeux. Donc, il y a des productions d'identité qui sont constitutives des rapports de force, des rapports dans les champs politiques, les champs religieux, etc. C'est pour ça que je voudrais dire qu'il y a ici, effectivement, une sorte de, j'allais dire, quand je fais mes séminaires à Pau, je dis, il y a des cercles identitaires évolutifs. Donc, en fonction des enjeux, on affirme. Au niveau, par exemple en France, identité familiale, après identité départementale, non, municipale, départementale, identité régionale, aquitaine, après identité nationale, identité européenne, identité mondiale. Donc, en fonction de ces différents enjeux, différents espaces identitaires, les individus se rédéfinissent, se récuvent. Et bon, on a beaucoup publié. Ceux qui pourront voir sur Internet, on a fait un séminaire à la personne du Centre de l'Homme d'Aquitaine, où on a mis ces textes sur le site, la MSH. Où on a mis donc l'identité est toujours construite, reconstruite, réinventée. Et à côté de ce qu'on appelle identification, pour reprendre le mot de Pierre Tapp, un psychologue qui est très connu dans ce genre d'affection. Enfin, on pourra continuer le débat, ou comme on dit en Afrique, on pourra continuer la palabre autour d'autres espaces. Quelle est la nouvelle tendance Sur les pays africains? Mais c'est que c'est différent. Les pays qui sortent de la guerre, c'est différent. Le Congo, le Rwanda, l'identité, maintenant, sont devenus très sensibles. Maintenant aussi, les gens ne veulent plus s'enfermer dans l'identité. Il y a une autre figure d'agent social, c'est le guerrier. Celui, l'identité, lui, c'est l'argent, et puis il vous élimine. Il a le fusil israélien, lui, il s'en fiche d'identité ou pas, lui, c'est l'argent. Hein, je pense que c'est ça qu'il faut voir. Enfin, Régine pourra être là dans le débat, au bois, pour apporter ces questions. Donc, actuellement, c'est la reconstruction des identités politiques à travers des pratiques de négociation en permanence, négociation de palabres, parce qu'il y a aussi, il faut le dire, hein, il y a eu les pressions de la communauté internationale pour dire les gens, arrêtez, sinon on vous enferme, comme on a enfermé Charles Taylor, le président du Libéria, qui est jugé. Voilà. C'est ça, maintenant, ça qui est en cours, c'est que maintenant, il n'y a pas de... Donc, l'enjeu du XXIe siècle, c'est qu'aucune société africaine ne peut vivre en autarcie. Elle est ouverte sur le monde. Dès que les droits de l'homme sont touchés quelque part, la communauté internationale réagit et les gens peuvent être enfermés, arrêtés pour des principes de justice
dans le monde. Alors, on a encore quelques minutes, s'il vous plaît. Ah, discours de Dakar, pardon. Discours de Dakar. Ah oui. Oui. Alors, je vous dis, on faisait le colloque de la SLF à Dakar en 2007. On arrive juste après le discours du président Sarkozy. Oh là, c'était dur. On nous a pris, et on a sorti le livre dirigé par Monique Hirschhorn et puis Tamba sur la sociologie africaine. Bon, j'étais l'un des co-organisateurs de ce colloque. On nous a pris à Dakar, mais c'est un discours hegelien, je veux dire, justement, le mot de notre président, c'est l'inculture politique. C'était grave. Et il y a eu donc des documents sur Achille Bembe, enfin, il y a des livres là-dessus. Hein. L'Afrique de Sarkozy avec Jean-Pierre Chrétien, un livre, si bien que Guénaud est obligé de riposter, mais un livre, L'Afrique de Nicolas Sarkozy. Ah, c'est un travail? Non. C'est une méconnaissance de l'histoire africaine. Et c'est bon. Je ne vais pas évoquer d'autres choses après ce discours de Dakar, et puis d'autres choses encore, avec Bockel, qui a voulu un peu dire, bon, c'est fini la mort de la France-Afrique. Bongo et Sassou ont dit, bon, il faut qu'on enlève Bockel. Sarkozy a enlevé Bockel. Je ne vais pas rentrer dans le détail politique. Bon. Oui, Abel, pour compléter donc ton exposé, hein, c'est une contribution, j'aurais donné deux illustrations, comment dirais-je, deux illustrations. Par exemple, actuellement, il y a un journaliste à Kinshasa qui est décédé parce qu'on l'a tué des droits de l'homme. Oui, on l'a tué. Et il s'est constitué des groupes de pression à Brazzaville où on a signé des pétitions et des personnes sont allées, les groupes des droits de l'homme du Congo-Brazzaville sont allés déposer les pétitions à l'ambassade de Kinshasa, hein, à Brazzaville. Ah bon. Et c'était filmé, c'est passé. Et c'est la première fois qu'on voit ça, où des deux côtés du fleuve, les gens se mobilisent pour contester. Et puis on a même écrit au président Kabila. Et il y a des groupes, l'opposition à Kinshasa, s'est même désolidarisé dans la, comment ça s'appelle, dans les fêtes de l'indépendance, pour participer aux fêtes de l'indépendance, les 50 ans des indépendances africaines. Donc c'est quand même un fait marquant. Ça n'a jamais... On a tué des gens publiquement à Kinshasa, on a tué souvent des gens à Brazzaville politiquement, mais là c'est la première fois qu'on voit quand même une certaine opposition. Hein. Et toutes ces personnes agissent, mais sont soutenues aussi par des organisations, par l'ambassade de France, par les organisations, par les organisations internationales, je veux dire. FDIH. Voilà, les gens de la FDIH. Autre exemple, je veux dire, par rapport aux religieux, c'est de voir aussi que le président Sassou est allé en partant en Chine ou je sais pas quoi, à Oslo, il a été reçu par le pape et ça a été diffusé au niveau des médias et tout le petit monde qui l'entoure aussi est parti saluer le pape et il y a des gens qui étaient fortement perturbés parce que vous savez très bien qu'il y a des personnes qui ont peur, c'est-à-dire l'Église catholique avec tous ces rites, l'eau bénite, etc. Il y en a avec leurs fétiches, ça ne contente pas. Et puis bon, jusqu'à présent, les gens étaient vraiment fortement marqués marxistes. Et tout d'un coup, ce revirement, il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas. Hein. Donc voilà. Le caméléon, comme que je voulais aussi ajouter comme illustration. Merci. Une minute pour conclure, Abel, si vous voulez. Conclure, je vous remercie, mais je voulais, comme le président me l'a demandé, de rester au niveau théorique, ces exemples pratiques à travers les requêtes de terrain, etc. Bon, mercredi, je vais développer cela à travers les pratiques de terrain en situation de tension sociale et de guerre civile contre la ville, regard distancié. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Oui. Alors, transition dans une seconde, notre prochain conférencier.